Bonjour les abonnés, salut Internet, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content d'être de retour parmi vous aujourd'hui pour la diffusion d'une nouvelle vidéo. Nous sommes rendus à l'épisode 5 sur les traces de la Easy Company. L'épisode s'intitule « La Normandie en avant ». Elle se déroule le lendemain du jour J, donc du 7 juin 1944 au 12 juillet 1944, lorsque les hommes seront de retour en Angleterre, dans la ville de Holborn. L'épisode suit vraiment la Easy Company lors de ces dates. En enquêtant, je me suis vraiment attardé sur certaines dates, car j'ai découvert des histoires vraiment intéressantes que vous allez pouvoir écouter dans la vidéo. Nous allons parler du soldat Robert Cole. C'est lui qui a reçu la médaille de l'honneur pour la 101e division aéroportée. Il faut savoir qu'ils en donnaient juste une par division. Donc, je me suis vraiment intéressé à son histoire. Je vais vous la raconter. Également, je vous raconte l'histoire qui a inspiré le fameux film « Il faut sauver le soldat Ryan », la véritable histoire. Par la suite, je vous mentionne également l'énorme erreur dans la télésérie Frères d'armes dans l'épisode 3, produite par HBO. Je vais vous faire part de cette histoire également. Par la suite, je vais vous faire connaître le triste sort de la petite Danielle, 4 ans, lors de la remise des médailles de la 101e division aéroportée sur la place de la République dans la ville de Carentan. Bref, un épisode fort intéressant. J'ai vraiment adoré la créer et en la créant, en enquêtant, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Donc, encore une fois, je suis vraiment content. Je rends hommage également aux villageois de 1944 qui habitaient la ville de Carentan à l'époque. Sur ça, je vous souhaite une excellente vidéo. Et oui, c'est vrai, n'oubliez pas de vous abonner. Je vois dans mes statistiques que plusieurs personnes écoutent les vidéos en entier, mais ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. Ce que ça peut faire de positif, c'est que plus que j'ai de bons abonnés, il sera plus facile pour moi par la suite de négocier certains prix pour vous faire des cadeaux et vous les faire parvenir. Au début janvier, j'ai fait un tirage du livre « Les maîtres de l'air ». Donc, si vous aimez, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est toujours très apprécié. Et également, si vous n'aimez pas ce genre de contenu, abonnez-vous pas. Je crois que j'ai 175 abonnés présentement et j'ai des abonnés de qualité. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, allez voir ailleurs, comme on dit. Donc, sur ce, je vous laisse écouter l'épisode 5. Bonne vidéo, bye bye! Lendemain du jour J, donc nous sommes le 7 juin 1944, aux premières lueurs du jour, le capitaine Hester vient trouver le soldat Richard Winter pour lui annoncer que la compagnie E doit prendre la tête de colonne qui va marcher sur la ville de Vierville. La veille, le 2e bataillon avait atteint ses objectifs. Il s'était rendu maître des chaussées, facilitant ainsi l'avancement de la 4e division d'infanterie à l'intérieur des terres. La tâche suivante consistait à avancer vers le sud en direction de Carentan afin de faire la jonction avec les troupes américaines débarquées à Omaha Beach.
L'itinéraire prévu par le haut commandement passait par les villes de Vierville, Culleauville et Saint-Côme-du-Mont, avant de franchir la Douve. Aux petites heures du matin du 7 juin, la Easy Company ainsi que le 2e bataillon avaient nettoyé entièrement la ville de Vierville. Ils prendraient maintenant la direction d'Angoville, mais cette fois-ci, ils seraient en réserve à l'arrière, un repos vraiment bien mérité. Pour les hommes de la compagnie E, le reste de la journée du 7 juin 1944 s'est déroulé à repousser les contre-attaques allemandes. Des contre-attaques allemandes qui venaient de soldats allemands, le 6e régiment parachutiste, les hommes du colonel Van der Eyck, mieux connu sous le nom de Fallschirmjäger. Je me suis vraiment intéressé de plus près à ces hommes. La Easy Company vont affronter souvent ces soldats. Pour ceux qui sont fans de soldats allemands et qui ne connaissent pas trop comme moi, je ne connaissais pas vraiment beaucoup ce groupe d'hommes. Je me suis vraiment intéressé à les connaître davantage. Donc, je vous fais connaître un peu plus le 6e régiment parachutiste allemand, les hommes du colonel Van der Eyck, mieux connu sous le nom de Fallschirmjäger. Le 6e régiment, les Fallschirmjäger, fut créé pour le jour J. Ils étaient une unité d'élite qui feront face à des bagarres vraiment d'un rôle crucial. Le commandant du régiment était Frédéric Van der Eyck. L'unité était composée de 3 bataillons qui se divisaient en compagnies. La compagnie les ingénieurs, compagnie les panzers anti-tanks et la compagnie des mortiers lourds. Ces 3 compagnies étaient commandées par les Allemands Emil Crestshaw, Rolf Mager et Hertz Trebs. Tous les officiers et sous-officiers supérieurs de ce régiment étaient expérimentés. Beaucoup avaient combattu en Italie, Afrique du Nord. Ils étaient bien entraînés et incroyablement motivés. Le moral de cette unité était excellent. Comme n'importe quelle unité, les Fallschirmjäger avaient une faiblesse. Et la leur était qu'en tant qu'unité légère, il manquait de mécanisation et de transport pour leur régiment. Il manquait toujours de munitions et de capacité de transport. Un peu comme la Easy Company, le 6 juin, le jour J, le 6e régiment fut dispersé dans toute la Normandie. Leurs effectifs étaient de 3357 soldats et officiers. Comme je disais auparavant, les officiers et sous-officiers étaient expérimentés, mais les soldats, eux, même s'ils étaient vaillants et braves, étaient âgés de 17 ans en moyenne. Tous les hommes de leur régiment étaient entraînés au saut. Pour devenir parachutistes allemands, il leur fallait réussir 6 sauts de jour et 3 sauts de nuit. Chaque compagnie avait 3 compagnies de fusiliers et une compagnie lourde. Chaque compagnie de fusiliers avait 18 mitrailleuses légères et 3 mortiers moyens. Chaque compagnie lourde avait, quant à elle, 12 mitrailleuses moyennes et 4 mortiers lourds. Une puissance de feu considérable, une grande puissance de feu, mais malheureusement qui manquait rapidement de munitions. Tout au long de la guerre en Normandie, les hommes de la Easy vont faire face aux parachutistes allemands, les Fallschirmjäger. J'ai beaucoup de respect envers les soldats allemands, des soldats très braves qui se sont battus avec fierté. C'est vraiment différent d'avec la guerre du Pacifique. Au même titre que les Américains, dans leur tête, les soldats allemands du 6e régiment, les Fallschirmjäger, se battaient pour une juste cause. Donc, j'ai beaucoup de respect envers ces soldats et envers ces hommes. « 8 juin 1944, durant cette journée, le 1er bataillon du 506e régiment, ce qui signifie la compagnie A, B et C, se sont emparés et ont réussi à nettoyer la ville de Saint-Côme-du-Mont, située à 3 km au nord de 40 ans. Saint-Côme-du-Mont nettoyé, le colonel Sink décide d'installer son PC dans la ville de Angoville sur plein. Là-bas, la Easy Company s'installe de façon à se positionner pour défendre le QG du régiment. Ils resteront à cet endroit les 3 prochains jours qui suivent. C'est durant ces 3 prochains jours qu'un problème énorme va survenir, un problème qui va poursuivre les hommes tout au long de la guerre. Chaque village que les hommes libéraient, que ce soit en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et j'en passe, chaque village regorgeait des meilleurs vins et des meilleures boissons alcoolisées qui existaient, de quoi mettre KO n'importe quel soldat.
Je vais vous raconter l'histoire du soldat Wayne Sisk, que les hommes appelaient Shifty Power, un peu le tireur d'élite de la Easy Company. Le soldat Power, lui et un de ses copains, lors de la prise de Saint-Côme-du-Mont, sont entrés par infraction dans une boutique de marchand de pain. Et là-bas, ils ont pu déguster les meilleurs alcools. Une fois la dégustation terminée, ils ont apporté avec eux 2-3 bouteilles pour sortir par l'arrière de la boutique. Une fois à l'arrière de la boutique, ils ont pu boire en paix. Dans ses mémoires, Shifty raconte qu'ils buvaient leur boisson et de temps à autre, ils entendaient des balles d'un tireur isolé leur tirer près des oreilles. Les deux s'en venaient vraiment, comme on dit, gorlot, s'en venaient sous l'effet de l'alcool et se marraient. Ils trouvaient ça vraiment drôle que les balles ricochent près d'eux. Donc vous voyez que l'importance du danger sous la boisson n'était plus là. Donc c'était vraiment un problème important. Le lieutenant Welsh avait réussi, quant à lui, à découvrir une barrique de Calvados. Le soldat Winter, le capitaine Winter, raconte qu'il avait l'impression qu'il allait réussir à la boire à lui tout seul. Winter essayait de lui en parler, mais trop sous l'influence de l'alcool, Welsh n'entendait rien. Les deux hommes ont réglé ce problème les jours qui ont suivi, mais malheureusement, ce n'était pas pour longtemps et c'était bien sûr à comprendre. Si nous prenons le temps d'analyser la situation, c'est pas vraiment compliqué. Ces jeunes guerriers américains vivaient depuis le jour J des moments de grande tension et autour de eux, il y avait de l'alcool à portée de main à l'infini. Donc pour eux, c'était vraiment facile de succomber à la tentation et c'est comprenable. Malheureusement, pour plusieurs hommes, c'est un problème qui va les poursuivre tout au long de la guerre et même plus tard après la guerre, l'alcool va rester présent dans leur vie. Vous allez voir même que lorsque nous allons arriver proche de la fin des épisodes, car le livre Frères d'armes, je l'ai lu peut-être deux fois, c'est ma troisième fois et là je le transforme sous forme d'épisode. Mais je me rappelle de mon souvenir vers la fin du livre, dans l'après-guerre, il va y avoir beaucoup de décès liés à l'alcool. Les hommes prenaient les voitures complètement ivres, complètement pactées, et il y a eu beaucoup de décès. Nous allons le voir vraiment plus tard, vers la fin des épisodes. Donc, c'est l'histoire. Je voulais vraiment vous en faire part des problèmes d'alcool de la compagnie et des hommes. 10 juin 1944, venant d'Omaha Beach, la 29e division d'infanterie s'était emparée de la ville d'Isigny, située à 11 km à l'ouest de Carentan. N'ayant pas réussi à s'accrocher aux hauteurs situées au nord de la Douve, les parachutistes allemands du 6e régiment s'étaient repliés dans la vallée. Le colonel Van der Heide reçut l'ordre du maréchal Erwin Rommel de défendre Carentan jusqu'aux derniers hommes. Plus tard dans la journée, des éléments de la 29e division d'infanterie et de la 101e division aéroportée ont fait leur jonction au nord-est de Carentan, dans les environs de Brévent. La tête de pont était désormais bien établie. Et pour pouvoir avancer vers l'intérieur, il était indispensable de chasser les Allemands de la ville de Carentan. Le général Taylor avait décidé d'attaquer simultanément les trois directions différentes. Le 327e régiment arriverait du nord et le 501e régiment du nord-ouest, tandis que les 506e régiments effectueraient une marche de nuit qui leur permettrait de contourner Carentan et d'arriver par le sud-ouest. Ces trois attaques coordonnées devaient débuter le 12 juin à 5 heures. Le jour J, le 6 juin 1944, le capitaine Winter et la Easy Company, avec 12 hommes, s'étaient emparés des manoirs Brécourt et avaient détruit les canons 105 mm. Pour ce fait d'armes, Richard Winter avait été nommé pour recevoir la médaille de l'honneur. Cette médaille, ils en donnaient une seulement par division. Le soldat qui a reçu cette médaille au lieu du capitaine Winter s'appelle Robert Cole. Je me suis donc intéressé à ces faits d'armes, pourquoi il avait reçu la médaille de l'honneur. Je vous explique. Les faits d'armes se sont déroulés le 10 juin 1944. Dans notre histoire, nous sommes le 10 juin 1944. Donc, je vous fais connaître l'histoire du soldat Robert Cole de la 101e division aéroportée.
Il faut savoir que le bataillon de Cole, leur mission était de protéger le flanc droit pour se rendre jusqu'à la ville de Carentan. Tout était inondé. Pour y parvenir, ils devaient franchir 4 ponts et c'était le même processus pour les Allemands. Donc, ces 4 ponts, pour les traverser, c'était vraiment à la file indienne. Donc, on plonge immédiatement dans l'histoire de Robert Cole. I'm Colonel R.G. Cole, Lieutenant Colonel R.G. Cole, 3rd Battalion, 502nd Parachute Infantry, 101st Airborne Division. « 10 juin, dans l'après-midi, Cole mena 400 hommes de son bataillon en file indienne sur une longue chaussée exposée avec des marais de chaque côté. Une haie derrière une grande ferme sur la droite était occupée par des troupes allemandes bien retranchées. À l'extrémité de la chaussée se trouvait le dernier des 4 ponts enjambant la plaine inondable de la rivière d'Ouvre. Au-delà du dernier pont se trouvait Carentan. Les hommes de la 101e avaient reçu l'ordre de s'emparer de cet endroit pour faciliter la liaison avec la 29e division d'infanterie venant d'Omaha Beach. Au cours de l'avancée, le bataillon de Cole fut soumis à des tirs continus d'artillerie, de mitrailleuses et de mortiers. Ces soldats avançaient lentement en rampant ou en s'accroupissant, faisant de nombreuses victimes. Les survivants se sont blottis contre la berge de l'autre côté de la chaussée. Un obstacle connu sous le nom de porte belge bloquait la quasi-totalité de la chaussée sur le dernier pont, permettant le passage d'un seul homme à la fois. Les tentatives de forcer ce goulot d'étranglement furent vaines et le bataillon prit des positions défensives pour la nuit. Au cours de la nuit, les hommes de Cole ont été bombardés par des mortiers allemands et mitraillés par 2 avions, causant de nouvelles pertes et éliminant la compagnie du Congo. Finalement, le feu de la ferme s'est calmé et les 265 hommes restants ont franchi l'obstacle et ont pris position pour un assaut. Alors que les Allemands résistent toujours à toute tentative de franchir les ponts et après que l'artillerie n'a pas réussi à supprimer leurs tirs, Cole a appelé à la fumée sur les Allemands retranchés et a ordonné une charge à la baïonnette, une rareté pendant la Seconde Guerre mondiale. En tête, il chargea, ne dirigeant d'abord qu'une petite partie de son unité. Le reste du bataillon les rejoignit bientôt, tandis que Cole menait les parachutistes dans les haies, s'engageant à bout portant avec des baïonnettes au corps à corps. Les survivants allemands se retirèrent, subissant davantage de pertes et à mesure qu'ils se retiraient. L'assaut, connu sous le nom de charge de Cole, s'est avéré très coûteux pour les Américains. Son bataillon était épuisé. Là, aux portes de Carentan, ils subissent à nouveau une forte contre-attaque du 6e régiment de parachutistes allemands dans la matinée et l'après-midi. Au plus fort de l'attaque vers les 19h, l'observateur d'artillerie de Cole réussit à briser le brouillage radio et à appeler l'artillerie entière du corps qui interrompit définitivement les attaques. À 2h le 12 juin, le 506e régiment, les hommes de Cole franchit leur ligne et s'emparent de la côte 30 au sud de Carentan. Pour cette charge à la baïonnette, Robert Cole fut nommé pour recevoir la médaille de l'honneur. Malheureusement, un tireur d'élite allemand l'a battu en septembre 1944, donc il n'a jamais pu recevoir cet honneur. C'est plutôt sous les yeux de sa veuve et de leur fils de 2 ans que la mère de Robert Cole reçut la récompense aux États-Unis. During the morning, early morning hours, about 4 o'clock, we were able to infiltrate men across the bridge there one at a time at about 1 minute intervals, and we got them, the majority of the battalion, pretty well scattered up along the road here and on the field on the other side of the road. Fortunately, I had the artillery liaison officer from the 337th right by my side, and he was able to set his radio up and contact the artillery, and we had artillery fire continuously all over this area here and back along there and up the road towards Sharon. This went on for about 45 minutes. And then I called for smoke to be laid all over the area, especially down in this area here. And when it was thick enough, I issued the order for our bayonet charge. En juin 1944, les hommes du 506e régiment, qui étaient composés des compagnies E, D et F, reçurent leur nouvelle mission et prirent la direction vers leur nouvel objectif qui était
d'attaquer la ville de Carentan. Le capitaine Sobel avait imposé à la compagnie E d'innombrables exercices de nuit, marches forcées dans la campagne à travers les bois, orientation à la boussole et autres problèmes spécifiques. Les hommes étaient parfaitement à l'aise dans l'obscurité. Certains affirmaient mieux voir la nuit que le jour. Selon Winter, les autres compagnies ainsi que tous les officiers avaient des énormes difficultés à se déplacer et à s'orienter durant la nuit. Ce problème s'est avéré vraiment flagrant les nuits du 11 au 12 juin. La compagnie F se mit en route la première, suivie de la compagnie E, pour se rendre vers la ville de Carentan. Pour ce faire, ils devaient traverser une zone marécageuse, franchir un pont et, à travers prés, se rendre en direction du chemin de fer. Les marais et les haies rendaient leur progression vraiment difficile. Les deux compagnies ont vraiment perdu le contact à plusieurs reprises. Dans l'épisode 3 de la télésérie Frères d'armes sur HBO, on peut réellement le voir lorsque les hommes traversent justement les marécages, ils perdent souvent le contact avec la compagnie Fox. Le problème avec la compagnie F, c'est que lorsqu'ils réussissaient à franchir un obstacle vraiment difficile, sans se soucier que la Easy Company subissait le même sort, ils fonçaient à toute vitesse en direction du prochain obstacle. C'est ce qui rendait vraiment le contact entre les deux compagnies difficile à garder. « 12 juin 1944. Étant à court de munitions après 6 jours de durs combats, ne recevant plus de ravitaillement, le colonel Van der Heydt avait quitté Carentan avec le gros de ses forces, ne laissant derrière lui que quelques éléments d'une seule compagnie qui avait pour consigne de tenir la ville le plus longtemps possible. La cinquantaine de parachutistes allemands demeurés sur place disposaient, entre autres, d'une mitrailleuse qui tenait les routes de la N171 sous son feu et de mortiers de 80 mm braqués sur l'intersection de la N171 et la N13. La Easy Company a repris sa progression en direction du nord-est. 5h30 le matin, le 2e bataillon du 506e régiment aéroporté était prêt à passer à l'attaque. Winter attendait les ordres. Après une longue marche de nuit qui leur a permis de contourner Carentan et d'arriver par le sud, les hommes de la Easy Company sont prêts à passer à l'attaque. Nous sommes le 12 juin 1944, il est 5h30 le matin. Leur objectif était précisément l'embranchement des Nationales 13 et 171. Les derniers 100 mètres à parcourir pour y parvenir étaient en ligne droite et en pente douce. À 6 heures précises, Winter lança en avant. Welch montra l'exemple en se mettant à courir sur la route, aussitôt suivi par sa section. C'est à ce moment-là que le mitrailleur allemand ouvrit le feu. Ils étaient idéalement placés pour anéantir la compagnie tout entière. La violence de la riposte fit éclater la première section. Welch et les 6 hommes qui venaient derrière lui continuèrent sur leur lancée, tandis que les autres se jetaient à plat ventre dans les fossés. Complètement paralysés par la mitrailleuse allemande, les hommes se cachaient dans les fossés. C'est à ce moment que Richard Winter, commandant de la Easy Company, se débarrassa de son pactage et sauta vers le fossé gauche en hurlant aux hommes d'avancer. Il se mit à botter le cul de ces derniers puis traversa la route pour faire de même avec les hommes qui se trouvaient dans le fossé droit. C'était la première fois que les hommes voyaient crier Winter. Recevant le message, les soldats passèrent à l'attaque pour venir en aide au lieutenant Welch. En 1981, le soldat Talbot a écrit une lettre à Richard Winter, qui va comme suit. « Je n'oublierai jamais le moment, Richard, où je vous ai vu au milieu de cette route. Vous avez été pour moi un exemple, et tous mes hommes pensent la même chose. » Pendant ce temps, Welch s'efforçait de neutraliser la mitrailleuse.
Grâce à la diversion créée par Winter, le mitrailleur allemand avait oublié Welch et les 6 hommes qui l'avaient suivi. Tous les 7 ont lancé des grenades et tiré en direction de la mitrailleuse jusqu'à ce qu'elle finisse par se taire. Le reste de la compagnie est arrivé à l'embranchement au pas de course. Winter a envoyé la première section sur sa gauche, la deuxième sur sa droite, avec l'ordre de nettoyer les maisons avoisinantes. Un homme lançait des grenades par les fenêtres, puis un autre enfonçait la porte et abattait les éventuels survivants. Je dois vous avouer que le lieutenant Welch est mon soldat préféré. En réponse, les troupes allemandes attaquent au mortier et les tireurs allemands continuèrent de faire du ravage. Les hommes de la Easy Company se mettent à couvert le plus possible. « 7 heures le matin. L'objectif était atteint. La compagnie F avait opéré sa jonction avec des éléments du 327 régiment d'infanterie. 40 ans étaient aux mains des troupes américaines. Cependant, vu l'importance de la ville, le haut commandement se prépara immédiatement pour la contre-attaque allemande. Dans l'après-midi du 12 juin, les hommes du 506e et 501e régiment aéroportés reçurent l'ordre de sécuriser les routes situées au sud-ouest de la ville. 12 juin 44, 7 heures environ le matin, 40 ans est en possession de l'armée américaine. J'aimerais revenir en arrière. À partir du début de la bagarre, pour la Easy Company, il y a plusieurs histoires personnelles de soldats qui sont vraiment intéressantes. Nous allons commencer avec l'histoire de Richard Winter. Dans le livre, la manière que c'est décrit, lorsqu'il était 6 heures tapant, lorsque les hommes se sont portés à l'attaque de la ville, les tirs de la MG42 allemande se sont fait entendre, ce qui a eu pour effet de disperser les hommes, non seulement les disperser, mais Welch, qui était le premier en avant, suivi de 6 hommes, ont continué leur course vers la ville de 40 ans, ont réussi à se mettre à couvert, tandis que le reste de sa section, la section à Welch, pris de panique, apeurés, c'est comprenable, se sont jetés dans les fossés et se sont tombés totalement paralysés par les tirs de la MG42. C'est à ce moment que Richard Winter, de la manière que c'est écrit dans le livre, Richard Winter avait 2 pensées dans sa tête. La première était son ami Welch qui était en avant. Si les hommes n'avaient pas appuyé Welch, s'ils le laissaient seul, le lieutenant Welch était condamné à une mort sûre et certaine. Instinctivement, la deuxième chose qu'avait Richard Winter en tête, en tant qu'officier des opérations du bataillon, il avait eu la chance les jours précédemment d'observer une autre compagnie qui était aux prises, qui était sous le feu d'une mitrailleuse MG42. Les hommes de cette compagnie avaient figé et la compagnie avait été décimée entièrement. Donc, à ce moment, quand les hommes se sont mis dans le fossé, Richard Winter pensait à son ami Welch en avant et pensait également à ses hommes. Les hommes restaient alors à cet endroit. C'était sûr et certain qu'ils allaient être décimés. C'est donc pourquoi que Richard Winter s'est débarrassé de son pactage et s'est mis à botter le cul des hommes dans le fossé. Dans le livre, la réaction des hommes est tellement... Les hommes étaient vraiment figés. Richard Winter criait, leur bottait le cul. Ça a eu comme réaction que les hommes sont sortis de leur emprise et sont passés à l'attaque. Dans ses mémoires, Richard raconte que à ce moment, il passait d'un fossé à un autre. Il entendait les balles passer tout près de lui. Instinctivement, il se disait « Mon Dieu, je suis carrément béni du Seigneur car aucune balle ne l'a touché. » C'est vraiment incroyable. Lors de la prise de possession de 40 ans, comme décrit auparavant, les soldats étaient en équipe de 2, un qui lançait une grenade par les fenêtres, tandis que l'autre soldat défonçait les portes pour abattre les éventuels survivants. Le soldat Lipgott faisait équipe avec le soldat Tepper.
On peut l'apercevoir dans la télésérie. Tepper rentre dans une maison et au moment qu'il est dans la maison, les tirs de mortier à l'extérieur commencent. Et à la sortie de la maison, Tepper est frappé violemment par un mortier. Les deux jambes cassées, un peu comme dans la télésérie. Son ami Lipgott le prend alors dans ses bras. Dans ses mémoires, Tepper, à ce moment, n'avait qu'une envie, c'était de se relever, il ne sentait pas la douleur. C'est à ce moment que le soldat Harry Welsh, voyant que Tepper voulait absolument se relever, lui a administré une dose de morphine, ce qui a eu pour effet de calmer Tepper. Alors Welsh l'a pris sur son épaule et l'a transporté jusqu'à l'infirmerie. Au même moment, le soldat Carwood Lipton va être blessé par un tir de mortier. Son ami Talbert va venir à son secours. Il va le rassurer, lui indiquant que ses parties génitales sont toujours bel et bien en place. Carwood Lipton va guérir de ses blessures, mais il fut blessé lors de cette attaque. On se transporte presque au même moment vers le soldat Malarkey, une anecdote vraiment intéressante. Lui, lors des tirs de mortier, il était à couvert car il y avait dans le secteur des tireurs d'élite allemands embusqués. Il était à couvert et il entendait derrière lui les actes de prière, les « Je vous salue Marie ». Donc, il s'est retourné pour regarder et ce qu'il a vu, là, vraiment, il était vraiment stupéfait. Il a vu le père John Maloney donner les derniers actes de sacrement aux soldats blessés. Tout autour de lui, les de mortier ricochaient, les balles semblaient passer à côté de lui. John Maloney semblait protégé d'un dôme invisible, Malarkey dira. Donc, c'est vraiment, on le voit dans la télésérie, et cet événement est réellement arrivé. John Maloney a reçu une médaille pour ce fait d'armes. Donc, c'est vraiment une anecdote vraiment intéressante qui s'est produite au même moment durant cette bataille, la bataille de 40. On se transporte vers un autre soldat, le soldat Albert Blight. Lors de la prise de la ville, Albert Blight va perdre la vue. Il arrive au coin d'une intersection et, sans comprendre pourquoi, la peur, j'imagine, il tombe aveugle complètement. Je suis vraiment stupéfait, je suis vraiment content. J'ai vraiment découvert quelque chose que j'ignorais. Je vais vous expliquer un peu de la façon que je fonctionne. J'ouvre une parenthèse en passant. On va revenir sur le soldat Albert Blight et ce que je m'apprête à vous raconter concerne le soldat Albert Blight. Mais la façon que je fonctionne lorsque je fais mes épisodes, c'est que mes informations sont reliées au livre de Stephen Ambrose, Frères d'armes, qui lui a pris ces informations des survivants, des soldats, de leur récit personnel, et il a écrit le livre Frères d'armes. Ensuite, HBO fait la même chose que moi, s'est basé sur ce livre pour écrire la télésérie. Moi, à chaque épisode que je fais, je vous lance l'information qu'il y a dans le livre, mais je vais quand même vérifier un petit peu plus loin pour ne pas me fier juste à une source d'information. On retourne au soldat Albert Blight car c'est incroyable, car il y a une erreur dans le livre et il y a une erreur dans la télésérie que j'ai écoutée je ne sais pas combien de fois. Il y a une erreur à la fin de l'épisode 3, épisode de 40 ans. J'ai toujours cru que le soldat Albert Blight était mort en 1948, car à la fin de l'épisode, ça nous dit qu'il est décédé en 1948. Eh bien, il n'est pas mort en 1948. Albert Blight est mort en 1967. J'ai poussé mon enquête pour en apprendre davantage sur le soldat Albert Blight. Je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est remis de sa blessure au cou, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Il a reçu une balle dans le cou et il a été renvoyé aux États-Unis par la suite. Il s'est remis de sa blessure et imaginez-vous qu'il s'est porté volontaire pour la guerre de Corée en tant que parachutiste. Lui et son groupe étaient censés être parachutés tout près des lignes ennemies. Il a été largué au beau milieu d'une division chinoise. Il a reçu plusieurs médailles pour ses faits d'armes. Et par la suite, j'ai appris qu'il avait vraiment des problèmes d'alcool. Il était alcoolique. J'ai réussi à trouver qu'il avait un garçon qui se nomme Gordon Blight. Ce même garçon, imaginez-vous que ce même garçon écoutait la télésérie Frères d'armes et à la fin de l'épisode de 40 ans, il voit à l'écran que son père est décédé en 1948.
C'est donc lui par la suite qui a contacté HBO pour les informer de leur erreur. Gordon Blight, dans cet article, mentionne que il parle de son père, que son père était vraiment un alcoolique, désolé, mais un alcoolique fini, il avait vraiment des gros problèmes de boisson. Tout cela causé à cause des traumatismes de la guerre, selon son fils. Dans cet article, ce qui m'a touché, c'est qu'à la fin de l'article, Gordon Blight mentionne qu'il veut que les gens se rappellent de son père d'une certaine façon. Je vais vous lire ce qu'il a écrit. Je veux que les gens se souviennent de mon père comme un vrai parachutiste américain qui a risqué sa vie pour son pays et des milliers d'autres personnes en Europe et dans le monde. Il s'est battu pour des gens qu'il ne connaissait même pas. Je suis très fier de lui et c'est de cette façon que je veux que les gens se souviennent d'Albert Blight. Je me devais de vous en faire part. Retour à la bagarre de 40 ans, la prise de la ville. Nous sommes avec le soldat Albert Blight. Ce dernier, lors de cet engagement, va complètement perdre la vue. Était-ce causé par le stress, par la peur? Je l'ignore, mais le résultat étant qu'il perd la vue et se retrouve au poste médical. Là-bas, il va faire la rencontre de Richard Winter. Je vous en dis pas plus. J'ai trouvé une entrevue avec Richard Winter qui parle. Il remet les pendules à l'heure en ce qui concerne le soldat Albert Blight. Ce qui se produit dans le poste médical, vous allez le voir plus tard dans l'entrevue. Après cette discussion avec Richard Winter, Albert Blight retrouve la vue et retourne avec la Easy Company. Il va même participer à la contre-attaque allemande. Ces derniers voulaient reprendre la possession de la ville de 40 ans. Quelques jours plus tard, il se porte volontaire lors d'une patrouille avec le soldat Bill Garnieri. Et c'est à ce moment qu'il va être atteint au coup d'un projectile. Et par la suite, il sera renvoyé aux États-Unis où il guérira de ses blessures. Je vous laisse voir l'entrevue de Richard Winter qui discute du soldat Albert Blight. Par la suite, je vous décris en mes mots la contre-attaque allemande, ces derniers qui voulaient s'emparer de la ville de 40 ans. How about Albert Little at the aid station? There's a story there. Have you ever in your life seen anything like that? No, that's a good question too. Compliment you on bringing that up here today. The way it was depicted in Saving Private Ryan and the mini-series here is a true story. No question about it. That's a true story. But the way it's presented is unfair to the man, and it's a way of, it's exaggerated, and it's not fair to the man in any sense of the word. I can give you a little background on Blythe, and I think it's worth taking a minute to do this. And in fairness, we should do this. It's not the way it was in the presented. But he did have this problem that he was that frightened, he was that scared that he blanked out. And then the aid station, I had gone in there because I had been hit, and I took the opportunity to go down the line along the wall of the aid station there and check with each man to see how many men I had wounded and how they were doing. And it's exactly the way it worked out. When I talked to him, it seemed to snap him out of it, and he was all right. Later on, he again was went through on a patrol. He volunteered for a patrol, and outside of Carrington, and he was wounded. He's gone. But now, the story on Blythe since then is very, very interesting. After the World War II, when he came home, and as I say, recovered from his wound to the throat, which was severe. We thought we had lost him at that point, but he lived through it. He came home and he volunteered for the Korean War. He went in the Korean War, he went in the airborne, and it ended up, he was in the 187th Airborne Regiment in Korea. He jumped, and they had the mission of jumping over the line. They jumped right into the middle of a division of Chinese.
You talk about tough luck, you're doing things the wrong way. And in that action, Blythe was given the Silver Star. Later on, he got the Bronze Star. So it ends up, he has the Purple Heart, the Bronze Star, and the Silver Star. Not too shabby. It speaks for itself. Yeah. He's a pretty good man. To finish on Blythe, when he left the service finally, he was a first sergeant. So he had come up from private to first sergeant, going back and after what he had been through and the experiences that we were sharing here in Normandy. And the record shows that he died in 48, I think it is, but actually he died in 67. And he lived during the last years in Northwest Philadelphia. So yes, he was not, he was a casualty and normally, but he proved himself later on in life. And we like to keep the record straight in that. Well, sure. But things, they just kind of went black on me. I can't see a thing. Hello, hello, anybody out there? 'Cause I don't hear a sound. I didn't want to let anyone down. Alone, alone, I don't really know where the world That's Edelweiss. I miss it now. Supposed to be the mark of a true soldier. I'm out on the edge and I'm screaming my name like a fool at the top of my lungs. Sometimes when I close my eyes, I pretend I'm alright, but it's never enough. Sir, when I landed on D-Day, I found myself in a ditch all by myself. What's your name, Cooper? Is the only friend that I have. Blythe, sir. Albert Blythe. You know why you hid in that ditch, Blythe? « 12 juin 1944, pour se situer dans l'histoire, Richard Winter quitte le poste médical après sa discussion avec Albert Blythe. Il part pour aller chercher ses prochaines ordres au QG de la compagnie. Il apprend que la Easy Company sera à l'aile droite lors de la prochaine attaque, qui est de défendre la ville de 40 ans des Allemands. Les hommes se procurent les munitions appropriées et tous ensemble, la compagnie E progresse durant 3 km sans rencontrer de résistance significative. Le lieutenant établit alors une position défensive derrière une haie. Juste de l'autre côté de cette haie, on peut entendre les soldats allemands qui se préparent également. À la tombée du jour, la compagnie s'installe pour la nuit, ayant pour ordre d'attaquer à 5h30 le lendemain matin. Toute la nuit, le soldat Talbert a parcouru la ligne de défense dans les deux sens pour assurer des tours de veille afin que chaque soldat puisse profiter d'un peu de repos. Au milieu de la nuit, Talbert a ordonné à ses hommes d'installer leurs baïonnettes au bout de leurs canons, redoutant une contre-attaque allemande. C'était une nuit vraiment fraîche et le soldat Talbert avait vraiment froid, donc il avait réussi à trouver une pèlerine appartenant à un soldat allemand. Donc il se l'est mis sur les épaules, ça l'est installé sur ses épaules pour se réchauffer. Vers les 3 heures du matin, il a secoué le soldat George Smith avec le canon de son revolver pour le réveiller. Smith devait se réveiller pour prendre le tour de garde à un autre soldat. Il était assommé, complètement endormi. Smith se réveille endormi, on peut facilement se placer dans sa tête. Il se réveille et au clair de lune, il aperçoit une silhouette avec une pèlerine allemande. Donc, immédiatement, il a cru que c'était un Allemand. Donc, il s'est mis à foncer et à charger sur Talbert. Ce dernier tentait de se défendre, lui répétant que « Arrête, arrête, c'est moi, c'est moi ». Mais Smith, complètement endormi, a réussi à planter sa baïonnette dans le corps de Talbert. Par chance, l'arme n'a pas touché ni les poumons ni le cœur. Mais le soldat Talbert, avant la grosse attaque, la contre-attaque allemande, a dû quitter la ligne de front et il est retourné 3 km en arrière à l'infirmerie. Le matin du 13 juin, les Américains se préparent à mettre leurs baïonnettes au bout de leur canon et les soldats du 6e régiment de l'autre côté, du colonel Van der Heydt,
se portent à l'attaque. Donc, je vous décris la contre-attaque qui s'est passée pour protéger la ville de Carentan le 13 juin 1944. Les Allemands n'allaient pas manquer de contre-attaquer. Ils arriveraient du sud-ouest en empruntant la route par laquelle la compagnie E était entrée en ville. La configuration du terrain dictait la façon dont ils allaient procéder. En apprenant la perte de Carentan, le Führer lui-même ordonna à ses troupes de reprendre la ville. Il envoya donc la 17e division appuyer la 37e. Le reste des hommes du colonel von der Heydt, le 6e régiment, les Fallschirmjäger, viendraient également appuyer l'attaque. Le lieutenant Winter alla prendre ses ordres. La compagnie E serait à l'aile droite lors de la contre-attaque. Lui et ses hommes se remplirent de munitions et progressèrent pendant 3 km sans rencontrer de résistance significative. Ils établirent une position défensive à l'abri d'une haie. Les Allemands étaient juste en face derrière la haie suivante. À la tombée du jour, la compagnie E était ravitaillée en vivres et en munitions. Ils se sont installés pour la nuit. Winter a reçu un message de l'état-major du bataillon, ordre d'attaquer à 5h30 aux premières lueurs du jour. Pendant ce temps, le général Bradley ordonna à la 2e division, qui venait tout juste d'arriver sur les terres en Normandie, de venir appuyer les hommes de la 101e division aéroport. 5h30 le matin du 13 juin 1944, la compagnie E était enfin prête à passer à l'attaque. Au moment même où Winter lança à ses hommes à l'assaut, le colonel von der Heydt donna l'ordre aux parachutistes de son régiment de contre-attaquer sur tout le front. We may be attacking a weaker force, possibly more paratroopers. And you know how they can be. Fire maneuver. That's the name of the game. Fire maneuver. Des deux côtés, l'artillerie, les mortiers, les mitrailleuses et les fusils se mirent à tirer sans discontinuer. La confusion était totale et le feu très intense. La Easy Company, 101e division aéroportée, était positionnée sur le flanc droit. À sa gauche, il y avait la Fox Company ainsi que la Dog Company. Evening back home. Must be. Where the hell did they come from? Holy shit, there goes our left flank! Sous la violence du feu ennemi, la compagnie F, qui se tenait sur le flanc gauche de la compagnie E, céda et dut reculer. La compagnie D recula à son tour. La compagnie E restait donc seule, isolée sur son flanc droit, protégée par la voie. Leur flanc gauche était totalement à découvert. Les Allemands prenaient une longueur d'avance dans cette bataille. Au même moment, la compagnie E aperçut un char allemand sur leur gauche enfoncer une S et se diriger vers leur flanc. Welch demanda au soldat John McGrath de prendre son bazooka et de le suivre immédiatement. Ils coururent jusqu'au milieu du pré, s'accroupirent, mirent le bazooka en batterie, le chargèrent et Welch ordonna à McGrath de tirer. La roquette frappa la tourelle mais rebondit sur le blindage. Les tankists allemands braquèrent aussitôt leurs canons de 88 sur Welch et McGrath et firent feu. L'obus passa très près de leur tête, les manquant de très peu. Canon pointé vers le ciel, le char allemand était au sommet de son escalade. McGrath tira juste avant qu'il ne bouscule vers l'avant, l'atteignant au ventre, la seule partie qui n'était pas protégée par le blindage. C'était le tournant de la bataille. Les autres chars allemands qui suivaient en file celui que McGrath venait de détruire enclenchèrent la marche arrière et commencèrent à reculer. Entre-temps, les officiers du QG du bataillon avaient réussi à stopper la retraite de la compagnie D et F, les regrouper et les retourner au combat, comblant ainsi le vide qui s'était créé sur le flanc gauche de la compagnie E. Les Allemands étaient plus qu'à 500 mètres de Carentan, et sur la ligne de front, la compagnie E était sur le point d'être submergée. Winter et ses mortiers réussirent à stopper l'avance des Allemands par le nord. Les Allemands furent attaqués par surprise sur leur flanc, aidant grandement la compagnie E qui était toujours au combat sur la ligne de front. Vraiment amochée, la compagnie E résistait toujours grâce à des tirs de bazooka et surtout des tirs soutenus de la part de ses hommes. Même blessés, les hommes continuaient à se battre. Dog and Fox are pulling back. What? Who gave that order? God damn it.
Shoulder grab on me! Shift your fire right! Down! Come on! You can... I know you... McGrath! Son of a bitch! You C'est environ vers les 2 heures l'après-midi, après avoir combattu une journée entière, les hommes voient arriver les chars d'assaut du 2e bataillon. Les Sherman, équipés de leurs canons de 75 mm et de leurs mitrailleuses calibre 30 et calibre 40, réussissent à repousser les Allemands. Au même moment, la 29e division d'infanterie arrive en renfort. Les chars d'assaut américains détruisent 7 chars d'assaut allemands et en endommagent 13. Faisant face à une supériorité en nombre et une force de feu supérieure, les Allemands n'ont d'autre choix que de battre en retraite. En protégeant 40 ans, la 101e division aéroportée a sécurisé un objectif majeur et stratégique, établissant la jonction entre les plages Omaha et Utah Beach. La tête de pont était maintenant connectée. 40 ans était maintenant aux mains des Américains. Après une journée épuisante, vers les 23 heures le 13 juin, le 506e ainsi que la compagnie E a l'ordre de se replier vers la ville de 40 ans. Là, ils pourront prendre une nuit, enfin une nuit bien méritée de bon repos. Winter installe ses hommes dans les maisons qui ne sont pas habitées et a une vieille hôtel abandonnée. Le soldat Welch, lui, effectue une ronde et quand il revient de sa ronde, n'a pas le temps de se rendre à sa chambre qu'il tombe endormi dans les marches de l'escalier. Le soldat Richard Winter, lui, a passé une nuit qui se souvient. C'est à partir de cette nuit, c'est cette nuit-là, du 13 juin, qu'il va écrire ce qui s'est passé pour les attaques depuis le jour J, dans ses mémoires, depuis l'attaque des 4 canons de 105 mm jusqu'à la prise de la ville de 40. Le lendemain, 14 juin, les hommes du 506e font la file pour aller se faire coiffer les cheveux. Ils ont pu se procurer plein de bonnes choses que les habitants français leur donnaient dans les magasins. On parle de boissons alcoolisées, également de la bonne nourriture, tout ce qu'ils n'avaient pu profiter depuis les derniers jours. À partir de ce moment, les hommes étaient vraiment en position défensive autour de la ville de 40 ans. Le capitaine Winter s'est offert 5 jours de congé à partir du 14 juin. C'était le lieutenant Welch qui commandait l'Hazy Compagnie durant son absence. La compagnie E occupe une position défensive au sud de 40 ans pour le 2e jour, donc nous sommes le 16 juin 1944. Et la prochaine anecdote est une anecdote qui a inspiré un film. Il faut sauver le soldat Ryan, un film joué par l'acteur Tom Hanks. Donc, le 16 juin 1944, le soldat Fritz Nyland vient à l'encontre du soldat Malarkey et de Skip Mock pour leur souhaiter une bonne chance car lui, il est rapatrié aux États-Unis. C'est alors que les hommes apprennent l'histoire de Fritz Nyland, l'histoire qui a inspiré le film Il faut sauver le soldat Ryan. Imaginez-vous que Nyland, la veille, était allé retrouver l'endroit où la 82e division aéroportée se trouvait et voulait aller retrouver son frère Bob. Arrivé sur place, il apprend malheureusement que son frère est décédé le jour J. Sa compagnie avait été décimée, encerclée par les Allemands. Son frère, le mitrailleur, avait été abattu. Son frère avait pris la place du mitrailleur. Il avait réussi à vider quelques balles de chargeur, mais il avait été abattu.
Par la suite, Nyland gagne les positions tenues par la 4e division d'infanterie pour aller voir un autre de ses frères qui était chef de section. Malheureusement, il apprend que son frère est décédé également le jour J à Utah Beach. De retour à la compagnie E, il tombe sur le père Francis Sampson qui lui le cherchait pour lui annoncer que malheureusement son 3e frère, un pilote de l'armée américaine, avait été abattu également la semaine du débarquement. Imaginez-vous à quel point ça peut être triste. La mère de Fritz Nyland avait reçu les 3 télégrammes des décès de leur fils le même jour aux États-Unis. C'est donc pour cette raison que le ministère de la guerre voulait absolument retirer le dernier fils, il voulait le rapatrier vivant. Donc Fritz Nyland, le 16 juin, était venu trouver Malarkey et Skip Mock pour leur souhaiter la meilleure des chances pour le reste de la guerre et leur dire qu'il était rapatrié aux États-Unis. Donc, Frédéric, que les hommes de la Easy Company surnommaient Fritz Nyland, fut rapatrié aux États-Unis pour retrouver sa famille. Il y a un peu de positif dans cette histoire, c'est que son frère qui était pilote, l'armée américaine croyait que son avion avait été abattu. Son avion avait été abattu, donc l'armée croyait qu'il était mort, mais il avait réussi à survivre. Il s'était fait faire prisonnier par les Japonais. Donc durant tout le long de la guerre jusqu'à la fin, il était dans un camp de concentration en Birmanie. Donc c'est le positif dans l'histoire. 2 sont décédés et les 2 autres sont retournés aux États-Unis. Je me dois de vous rappeler que l'histoire des hommes, des frères Nyland, qui a inspiré le film de Tom Hanks, est réellement arrivée, mais il faut garder en mémoire que l'histoire est vraiment exagérée, telle que mentionnée par Richard Winter auparavant dans une entrevue, auparavant dans la vidéo. N'oubliez pas que l'histoire est réelle, mais elle est exagérée. Du 16 juin au 23 juin, les hommes de la Easy Company effectuent des positions défensives autour de 40 ans. 23 juin 1944, j'ai pris connaissance dans le livre qu'à cette date se déroulait la remise des médailles des honneurs dans la ville de 40 ans pour certains hommes de la 101e division aéroportée. Plusieurs hommes de la Easy Company étaient présents. J'ai donc poussé mon enquête pour en connaître un peu plus sur cette fameuse journée. J'ai réussi à retrouver des archives vidéo en noir et blanc et lors de mon enquête, ce que j'ai vraiment trouvé sur cette journée est vraiment intéressant. Tous les villageois français étaient réunis à la place publique. À la fin de la cérémonie de la remise des médailles, les Allemands ont décidé d'attaquer au mortier le centre de la ville. La place de la République a été touchée par 2 obus avec une foule complètement bondée. Les soldats sur place se jettent au sol. Les civils, eux, n'ayant rien vu arriver, n'ont pas le temps de réagir. Résultat, 5 civils seront tués. Malheureusement, parmi eux se trouvait la petite Danielle Lesney, 4 ans. Vous allez voir dans les archives vidéo que j'ai pu retrouver, la petite Danielle porte un petit ruban blanc et elle est accompagnée de sa mère. Quand j'ai appris cette histoire, ça m'a vraiment touché. Lorsque l'on regarde les images, dites-vous que pour la petite Danielle, son temps était compté. Il ne lui restait quelques minutes à peine à vivre. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour la petite Danielle Lesney.
Il ne faut pas oublier que le mois de juin 1944, pour les Français qui habitaient la ville de Carentan, le mois de juin fut vraiment un mois pour eux très libérateur, mais également très meurtrier. Avant de poursuivre dans notre histoire, j'ai décidé de faire un petit vidéo en hommage aux habitants de la ville de Carentan, les Français qui habitaient Carentan à l'époque. Pour eux, la guerre durait déjà depuis plusieurs années. Il faut garder en tête que ces gens ont vraiment souffert durant des années du régime nazi. Donc, j'ai beaucoup de respect envers les villageois. Beaucoup sont décédés, on n'en parle pas assez souvent, malheureusement. Moi, je fais mes vidéos avec mes épisodes, je vous parle des soldats décédés, mais lorsque j'enquête dans ces histoires, je me couche le soir et j'ai vraiment une pensée pour tous ceux qui sont décédés suite aux atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voici une petite vidéo en hommage aux gens qui habitaient Carentan. La ville de Carentan a payé un prix exorbitant pour sa libération en juin 1944. Les bombardements américains successifs de la ville, notamment le 6 juin, mais aussi dans la nuit du 10 au 11 juin, ont provoqué d'impressionnantes destructions. Ils ont vite été suivis des tirs sporadiques mais réguliers de l'artillerie allemande qui demeurera de longues semaines en position d'atteindre tous les recoins de la ville. Ces différents tirs ont coûté la vie à un grand nombre de villageois. Les combats, les mines, les mitraillages, la barbarie nazie continueront de prélever leurs échos sanglants au sein de la population civile tout au long de l'été 1944. À ce jour, on ne dénombre pas moins de 65 civils, hommes, femmes et enfants de 40 ans morts dans le cadre des combats pour la libération de Carentan. Si le nom du docteur Jean-Baptiste Caillard, maire de Carentan, tué le 6 juin, et celui de la petite Danielle Lindsney, 4 ans, morte suite au bombardement de la place de la République du 23 juin, sont entrés dans les mémoires, d'autres noms appartiennent aussi à l'histoire de Carentan et méritent d'être rappelés. Ainsi, le nom de Lamey résonne-t-il avec une amertume particulière. Pas moins de 7 membres de sa famille sont tués lors du bombardement de leur maison, rue des Villas, dans l'après-midi du 6 juin. Ce même bombardement tue leurs voisines, les petites Ghislaine, 7 ans, et Liliane, 10 ans Leclerc. Toujours rue des Villas, 4 membres de la famille Le Gardinier, Émile, Jean, Madeleine, Marie, Louise perdent la vie. 24 Carentanais meurent en ce 6 juin 1944 alors que les combats de la ville, à proprement parler, n'ont même pas encore commencé. Les véritables combats débuteront le 9 juin avec l'assaut du 502e régiment. Jusqu'à la fin juillet, la mort va frapper indifféremment et sous toutes ses formes les habitants de Carentan. La barbarie nazie n'épargne pas les villageois de Carentan au seuil de leur libération. 3 hommes sont fusillés par les Allemands près de Méotis pour des prétendus actes de connivence avec l'ennemi. Aux premières heures du lundi 12 juin, Carentan est officiellement débarrassé de ses occupants allemands. Mais ceux-ci contre-attaquent vigoureusement dès l'après-midi du 12 juin et toute la journée du 13. Jules Dorel est tué vers 7 heures du matin dans le quartier de la Guinguette. Son fils Marcel l'accompagne dans la mort quelques heures plus tard. Carentan comptait en 1944 environ 4000 habitants. Plusieurs centaines d'entre eux allaient fuir la ville le 12 juin de crainte de combats de rue. Ironiquement, ils allaient se retrouver le 13 juin pris entre les forces américaines et les soldats allemands lors de l'attaque de la 17e division SS dans le secteur de la Billonnerie. Les hommes positionnés au sud de la ville avaient reçu l'ordre de creuser des trous individuels. Les deux armées en présence échangeaient des tirs incessants toute la journée. Durant cette période, les deux camps, américains et allemands, recevaient continuellement des renforts d'artillerie et de munitions lourdes. Pour les Américains, les munitions arrivaient directement de la plage et pour les Allemands, des régions avoisinantes de Carentan. Donc, aussitôt qu'un homme bougeait, les tirs de mitrailleuses se faisaient entendre, et ainsi que les tirs de mortier. Donc, rien de reposant pour les hommes de la compagnie. Après plus de 2 semaines passées au front, le moral de la Easy Company commençait vraiment à baisser. Les hommes n'avaient qu'une seule envie, quitter le front pour pouvoir aller se laver et enfin respirer. Le 29 juin 1944, la 83e division d'infanterie est venue relever la 101e division aéroportée. Donc, à partir de ce moment, les hommes ont pu un peu plus respirer. Pour la quasi-totalité de la compagnie,
quitter la ligne de front a été une vraie délivrance. La pensée d'une nuit entière de sommeil ininterrompu, sans avoir à supporter des tirs de harcèlement, sans risquer d'être envoyé en patrouille, la perspective de manger chaud, de dormir au sec et surtout de prendre une douche leur causait une joie indescriptible. La défense de 40 ans a été la dernière opération de la campagne de Normandie à laquelle est participée la 101e division aéroportée. À partir de la fin juin, elle a été progressivement regroupée dans un camp installé au nord de Utah Beach, avec radio, téléphone, panneaux d'affichage, une police militaire, revue d'armement, exercices sur le terrain de manœuvre et programme d'entraînement. En compensation, il y avait des douches chaudes et d'innombrables possibilités de petites combines. À la compagnie E, le roi des débrouillards s'est révélé être le soldat Alton Moore. Ce dernier a réussi à s'introduire par infraction à l'endroit où il y avait le stockage pour ramener de la bonne nourriture à ses amis. Le soldat Welsh se rappelle de cette journée dans ses mémoires quand Alton Moore est arrivé avec le stock. Ils ont mangé comme des vrais cochons. C'est le 1er juillet 1944 que Richard Winter est promu au grade de capitaine. 10 juillet 1944, la compagnie E gagne Utah Beach afin de se préparer à embarquer pour gagner l'Angleterre. C'est à partir de cette date que le soldat Moore décida de jeter un dernier petit coup d'œil sur le surplus militaire. Il pénétra cette fois-ci dans le parc de véhicules par infraction et décida de voler une moto avec son sidecar. Une fois qu'il l'a volée, il alla la cacher tout près des dunes, tout près de la plage de Utah Beach. Et il partit voir son capitaine, demandant la permission le lendemain s'il pouvait embarquer sa moto subtilement sur le navire si Winter y voyait un inconvénient. Richard Winter accepta et n'y vit aucun inconvénient. Il dit à Moore de faire ce qu'il pouvait, pourvu qu'il ne se fasse pas prendre. Le lendemain, 11 juillet, pendant que les hommes de la compagnie E gravissaient l'énorme rampe du LCT, le soldat Alton Moore, lui, se préparait. Leur plan était affilié avec le soldat Malarkey. Malarkey devait attendre sur la rampe et une fois que le dernier des hommes aurait monté à bord du LCT, il ferait un signe au soldat Moore. C'est ce que les hommes ont fait. Alton Moore a gravi la pente à toute vitesse avec la moto et il l'a garé dans le bateau. Le LCT, le bateau, est entré dans le port de Southern Port le soir du 12 juillet 1944. Le lendemain matin, les hommes de la compagnie E embarquaient à bord des trains, à l'exception de deux soldats, le soldat Alton Moore ainsi que le soldat Malarkey, qui eux ont fait le voyage jusqu'à la ville de Albourne en moto, tandis que les autres hommes embarquaient à bord des trains pour se rendre à Albourne. Une fois à Albourne, Richard Winter raconte dans ses mémoires que pour lui et ses hommes, c'était tout à fait merveilleux, car une quasi-totalité de la ville était réunie pour les accueillir à la sortie des trains. Un moment vraiment touchant. Winter raconte qu'il avait vraiment l'impression de rentrer à la maison. Il faut se souvenir que les hommes avaient habité un très long moment avant le jour J dans cette ville, donc certains visages leur étaient familiers. Le chiffre des pertes du 506e régiment d'infanterie aéroportée a été le plus élevé de tous les régiments engagés dans la campagne de Normandie. 983 tués ou blessés au total, soit 50% environ de l'effectif de départ. Le 6 juin, au moment de sauter sur la Normandie, la compagnie E était forte de 139 officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Le 29 juin, lorsqu'elle a été relevée, son effectif avait été réduit à 74 officiers, sous-officiers et hommes de troupe. La compagnie E déplorait 18 tués au combat. Les lieutenants Thomas Meehan, Robert Matthews, l'adjudant-chef William Evans, les sergents Elmer Murray Robert, Richard Oren, Cal Riggs, les caporaux Jerry Wenzel, Ralph Wimmer, Herman Collin, les soldats Sergio Moya, John Miller, Gerald Snyder, William McConigal, Ernest Oates, Elmer Stad, George Elliott et Thomas Warren. La défense de 40 ans a été la dernière opération de la campagne de Normandie à laquelle est participée la 101e division aéroportée.